le concept d'enseignement cognitif, il est assez savant, qui est peu connu du public africain en général, et africain en particulier. En fait, comme l'a dit M. Passy, pour ne pas revenir sur les définitions, on peut définir l'enseignement cognitif comme cette forme d'attaque invisible depuis la fin de la guerre froide, en 1991. Et elle est pratiquée, qui sont en fait les acteurs de cette guerre. Ce sont en fait les élites intellectuelles, les grands groupes industriels et les États. Et la guerre a lieu dans divers domaines. Le domaine économique, le domaine politique, communication, on dit vraiment dans divers domaines. Et c'est une guerre, certes, de basse intensité, mais de haute performance. Elle est menée à distance et cette guerre a pour champ de bataille notre paysage cognitif. Alors, pour mieux cerner le contour de cette guerre, on va la mettre en application avec la géopolitique. Et mieux, je dirais, la géopolitique des ressources naturelles avec comme espace en jeu l'Afrique. Alors, si nous prenons l'Afrique est un continent potentiellement riche. J'entends souvent les gens dire l'Afrique, continent riche. Non, elle n'est pas riche, elle est potentiellement riche. Alors, elle regorge, elle recèle d'abondantes ressources naturelles, de deux types. Les ressources renouvelables, aussi appelées ressources de stock. Alors, en ce qui concerne les ressources renouvelables, vous avez là la biodiversité avec quelques séquences d'images. La biodiversité, on regorge, on recèle des différentes espèces au niveau de l'Afrique. Vous avez là par exemple le bassin du Congo, qui est le deuxième poumon de la planète. Et aussi des ressources non renouvelables. Et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses aussi bien des ressources solides que les ressources liquides. Par exemple, les hydrocarbures. Les ressources solides, par exemple, vous avez le coltan, le cuivre, le diamant, et ainsi de suite. Donc, c'est un continent qui est potentiellement riche et elle a de quoi s'exprimer sur la scène internationale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, les ressources naturelles sont au cœur de la géopolitique et elles cristallisent même l'attention. Ceux qui n'ont pas cherchent à en avoir et ceux qui en ont en font une espèce de chantage. Et ça peut créer aussi bien de la coopération que de la conflictualité. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Les grandes puissances se sont rendues compte qu'en ce qui concerne les ressources non renouvelables, ces ressources, on le dit bien, non renouvelables, alors, et vu le taux je dirais, d'exploitation ou d'extraction de ces ressources, d'ici à quelques années, elles vont disparaître. Elles ne seront plus là. Alors, les grandes puissances ont mis en place des stratégies pour pouvoir s'approvisionner en ces ressources, les stocker. Si nous prenons par exemple le cas du fer, le fer est extrait à hauteur de 500 millions de tonnes chaque année. 500 millions de tonnes. Si nous prenons l'uranium, 20 millions de tonnes par an. Et retenez ceci que ce sont des ressources non renouvelables. Alors que les ressources renouvelables sont des ressources qui se régénèrent. Ici, il n'y a pas de régénération. Lorsqu'on les a extraits, c'est parti. C'est fini. Et vous voyez un peu ce graphique. Si nous prenons le cuivre, 10 millions de tonnes par an extraits de l'ensemble de la planète. D'ici à 10 ans, nous n'aurons plus le lithium. D'ici à 10 ans. D'ici à 13 ans, nous n'aurons plus l'argent. D'ici à 15 ans, nous n'aurons plus le palladium. Et si vous regardez bien, qu'est-ce que vous allez constater? Que, en ce qui concerne le taux de recyclage, il est zéro en ce qui concerne le lithium. On ne peut pas recycler le lithium. Si vous prenez l'argent, on peut le recycler à peine 16%. À peine 16%. Donc, ce sont les ressources qui sont en voie d'extinction.
Et les grandes puissances, connaissant bien cette réalité, commencent à mettre des stratégies pour pouvoir faire face à un avenir incertain. Nous pouvons continuer comme ça. La liste. Vous avez l'or par exemple. D'ici à 45 ans, on n'aura plus d'or. Et le taux de recyclage est à peine moins de 50%, 43% en ce qui concerne l'or. Alors, ce sont des ressources qui sont importantes, elles sont fondamentales, notamment dans des secteurs comme la défense, de l'électronique, ce que j'utilise, c'est le cobalt par exemple, à base du cobalt. J'ai l'Android, c'est le coltan, c'est du cobalt. Donc on a besoin de ces ressources. Là par exemple c'est du coltan pour des questions de défense et sécurité. Là nous avons des minéraux stratégiques. Alors, si nous prenons par exemple le cobalt, il est utilisé pour la fabrication des moteurs d'avion à turbine et dans l'élaboration de certains types de bombes nucléaires. Le nickel par exemple est utilisé dans les capsules spatiales et électroniques. Les États-Unis se sont rendus compte qu'ils sont fortement dépendants de ces ressources. Et le taux de vulnérabilité en ce qui concerne les États-Unis est très élevé en ce qui concerne par exemple la bauxite. Elle est très élevée à hauteur de 99-100%. Les États-Unis dépendent de cette ressource pour leur technologie. Il faut en avoir, il faut en disposer, mais ils n'en produisent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces pays-là, au regard de cette situation, de ces ressources qui sont en voie d'extinction, ils ont mis en place ce qu'on appelle des ressources, ils ont classifié les ressources. Ce qu'ils appellent des ressources stratégiques et des ressources critiques. Alors, la ressource stratégique, en fait, c'est une ressource qui est importante pour la politique économique d'un État. Je prends un exemple. Si un État voudrait urbaniser des villes, à partir de ce moment, sa ressource stratégique ou son minerai stratégique, c'est le fer. Mais la notion de stratégique, elle est dynamique. C'est-à-dire qu'elle est à la fois sectorielle, temporelle et spatiale. Je prends un exemple. Elle est sectorielle en ce sens que le nœud-ion, par exemple, il est stratégique pour la route spatiale, mais il n'est peut-être pas stratégique pour l'automobile. Donc c'est une notion dynamique du point de vue sectoriel, en termes de secteur d'activité. Mais elle est aussi stratégique, la notion de stratégie, je viens de dire, stratégique en ce sens que il est temporel. Ce qui est stratégique aujourd'hui ne l'a peut-être pas été hier et ne sera peut-être pas demain. Et aussi, ce qui est stratégique pour la France ne l'est pas pour les États-Unis. Donc chaque pays, chaque État a sa ressource stratégique. Ressource stratégique. Et il y a aussi ce qu'on appelle les minéraux critiques. La criticité ici, on voit à plusieurs explications. Un minerai qui est critique, c'est d'abord un minerai dont on a du mal à s'approvisionner. C'est-à-dire qu'on l'extrait dans les zones des conflits. Et pour avoir ce minerai, c'est très compliqué. En plus, ce minerai est en voie d'extinction. C'est-à-dire la durabilité est de moins de 40 ans. Moins de 40 ans. En plus, si ce minerai venait à manquer dans la chaîne de production, il va casser toute la dynamique de la production. Et c'est pour ça qu'on dit que ce minerai est critique. Et l'Union européenne a listé comme ça des minéraux qui sont critiques pour elle. Maintenant, le problème c'est que les autres comprennent la réalité. Que ce sont des minéraux non renouvelables, dont la durée de vie est très limitée. Ce qui est curieux, c'est qu'en Afrique, on ne réfléchit pas. C'est nous qui produisons ces minéraux. Mais on n'a pas formulé une stratégie pour peut-être mieux les gérer. J'ai lu dans des codes miniers, je crois, de 2 ou 3 pays. Donc au Mali, on en a parlé en 2005.
mais c'est juste en diagonale, en filigrane, de façon furtive. J'ai lu les RDC, curieusement, je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient lu mon article. En 2018-2019, ils ont changé leur communiqué. Ils ont commencé à lister. Je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient repris un peu les éléments que j'avais écrits dans l'article. Alors, en Afrique, on ne réfléchit pas sur ces questions. La question de l'unité stratégique n'intéresse pas vraiment les Africains. Est-ce que c'est de l'ignorance? Est-ce que vous connaissez bien la réalité? Mais bon, parce que moi, l'expression fait semblant. Pendant ce temps, les autres réfléchissent. Les États-Unis parlent des minéraux stratégiques critiques, des minéraux qui sont en voie d'extinction depuis les années 1920-1930. Donc, depuis plus d'un siècle. Presque un siècle. L'Union européenne s'appelle dans les années 2000. L'Afrique, le débat ne fait même pas l'objet. Ni au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau continental. On n'en parle pas. Ces questions. On n'aborde même pas ces questions. Est-ce l'absence de vision stratégique? Il faut bien se poser la question. Ce qui fait que, pour les grandes puissances, ils perçoivent l'Afrique comme un simple réservoir des matières premières. Viens s'approvisionner, on stocke chez nous, et lorsqu'on sera en pénurie, on va présenter cela sur le marché. C'est un simple projet de réservoir de matières premières. Et l'Afrique est considérée comme c'est le nœud géostratégique. Ici, je le cite, c'est le golfe de Guinée. On a parlé du golfe de Guinée tout à l'heure. C'est un véritable puits de matières premières. Un véritable puits de matières premières. Il faut s'en approvisionner. Alors que nous savons bien que ces minéraux sont très importants en ce qui concerne l'économie mondiale. Mais qu'est-ce qui se passe? Autre stratégie développée par les grandes puissances. Conscient du fait que ces minéraux sont en voie d'extinction, qui sont en fait des minéraux qui sont sur le continent, la sphère continentale de la Terre, et sachant que ces minéraux sont en voie d'extinction, elles se ruent, ces grandes puissances, vers les espaces maritimes. Et vous allez remarquer qu'en fait, les grandes puissances sont dans nos côtes africaines. Il y a un activisme sur nos côtes. D'Accra jusqu'au niveau de Luanda, dans le golfe de Guinée. Oui, certainement, on affiche une posture philanthropique pour lutter contre l'insécurité maritime. J'aime bien entendre ça, j'ai dit. Qu'est-ce que c'est intéressant, l'insécurité maritime? Ce qui les intéresse, ce sont les ressources qui sont dans nos mains. Ce sont ces ressources qui les intéressent. En réalité, ils sont conscients que les ressources sur le continent, sur la terre, et en voie de disparition. Il faut maintenant passer au niveau des espaces maritimes. Et depuis plus longtemps, le Canada et les États-Unis ont déjà développé des méthodes d'extraction des ressources en dehors du pétrole et d'autres minéraux. Les minéraux solides qui sont en train d'être extraits au niveau des autres pays. Finalement, l'Afrique est un objet ou un acteur géopolitique. Qu'est-ce que nous constatons? Je n'ai pas le pointeur, c'est dommage. Vous avez ici la périphérie qui est l'Afrique. Vous avez là le noyau, le centre, qui représente le monde occidental. Et vous avez là le marché international. En état actuel des choses se passent de cette façon. Qu'est-ce qui se passe? La périphérie, production des matières premières, instabilité politique. Elle produit des matières premières. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va exporter les matières premières vers le noyau, vers le centre. Que fait le centre? Le centre va transformer ces matières premières, là il y a la stabilité politique, et va faire quoi? Il va vendre ça sur le marché international. Et chose étonnante, la même Afrique qui a vendu, c'est elle qui vient acheter. Et à un prix onéreux. C'est pas ça que je comprends. Quelle naïveté. Et là, on tombe dans ce que Senghor a appelé dans les années 60, la détérioration des termes de l'échange. Parce que vous avez vendu le baril à 80$, mais vous n'avez pas acheté la voiture à 80$. Vous avez acheté la voiture à 100 millions, à 25 millions. Détérioration des termes de l'échange. Et comment voulez-vous que la dette se termine? Parce que vous aurez besoin d'argent pour acheter cette voiture. Il faut compléter. Détérioration des termes de l'échange. Alors, c'est ce qui explique même la marginalisation de l'Afrique au niveau de la mondialisation. L'Afrique est marginalisée de deux manières, de façon quantitative et qualitative. Quantitative parce que l'Afrique ne représente que 3% dans les échanges. J'aime bien dire en réalité, lorsqu'ils sont gentils, ils disent 3%, en réalité c'est 1%.
négatif, c'est que l'Afrique est dans une posture où elle ne présente que les matières premières. Elle est dans une dynamique telle que on est dans une espèce de commerce interbranche. Matières premières contre produits manufacturés. Mais cette dynamique a changé depuis le milieu des années 70, avec la crise de la pollution pétrolière de 73. On est dans une nouvelle dynamique qui consiste à échanger produits manufacturés contre produits manufacturés. Donc c'est le commerce intra-branche. Mais puisque c'est comme ça, on est coincé, on est encerclé. Qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons un autre schéma. Alors, prenez un exemple. L'Afrique ne sera plus l'objet dans le premier schéma, mais si l'Afrique devient acteur, vous n'êtes pas dit actrice. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si l'Afrique n'exporte plus les matières premières, les éléments bruts au niveau du noyau, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le noyau n'aura plus les éléments à transformer, manque des matières premières à transformer en produits finis. Alors ils sont coincés. Il y aura fermeture des entreprises, il y aura le chômage, il y aura des tensions sociales, tensions politiques. C'est que ce que nous vivons chez nous, ils vont le connaître. Ils sont coincés par leur technologie en fait. Ils sont liés par leur technologie. Donc si nous disons, ok d'accord, on ne va plus exporter ces matières premières, nous allons les transformer sur place en production et consommation des matières premières en produits finis. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons les vendre, nous allons les couler sur le marché international. À partir de ce moment, c'est le noyau qui vient de racheter ici. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ils sont coincés. Alors vous avez dit, oui, c'est vrai. Mais non. J'ai voulu l'intituler le schéma idéal. En réalité, il n'est pas idéal, il est possible. Mais regardez ce qui va se passer. Si nous pratiquons ce schéma, le risque c'est quoi? Je vais dire ça pour que nous comprenions. Alors le risque avec ce scénario précédent, dans le schéma que je vais vous présenter, c'est la déstabilisation de la périphérie par le noyau. Alors, il y a un problème. Si nous optons pour ce schéma, ils sont dans la stratégie, ils pensent. En géopolitique, il y a le côté cynique de la géopolitique. En géopolitique, on dit ceci. Lorsque vous n'arrivez pas à maîtriser un pays, à le contrôler, il faut le déstabiliser. Ce qu'on appelle la politique de la somalisation ou de la libysation. La Somalie en 1991, après la chute de Siad Barré, c'était un État ingouvernable. La Libye, après la chute de Muammar Kadhafi, c'était un État ingouvernable. Aujourd'hui, il y a toujours des tensions. Donc, puisqu'on ne peut pas maîtriser ce pays, on va le déstabiliser. Puisque ce pays nous empêche d'avoir ces ressources naturelles dont on a besoin, il faut le déstabiliser. Et c'est ici, suivez bien ceci. Donc, le risque avec le scénario précédent, c'est la déstabilisation de la périphérie par le noyau. Donc, c'est la périphérie qui va déstabiliser le noyau. Mais le côté cynique de la géopolitique est que lorsqu'on ne parvient pas à contrôler un État, il faut le déstabiliser. Autrement dit, la géopolitique du chaos ou la politique de somalisation, de libysation. Car le noyau cherchera à tout prix que la périphérie soit dépendante de la vente. Alors, j'aimerais bien que vous reteniez cette citation. J'ai l'écrit en rouge, je ne sais pas si vous voyez. Nous sommes en 1987. Edmund Cole, conseiller chancelier, dit ceci. Il ne saurait être question de laisser l'Afrique s'industrialiser. L'Occident ne se laissera plus jamais surprendre une deuxième fois. L'Asie lui impose une sérieuse concurrence aujourd'hui, parce que l'Occident avait été distrait face à son développement. Tout est pensé pour qu'on ne soit pas industrialisé. Tout est réfléchi. Que nous soyons dépendants de la vente des matières premières, sans que nous les transformions. On demeure là. Oui, certainement les gens sont de consommer. Oui, mais est-ce qu'on a la technologie? Ça, c'est le débat. Mais le fond, c'est dit là. C'est dit. J'ai vu ce que le directeur a dit, le directeur que M. Passé a dit. Est-ce que les dirigeants sont conscients de cette ignorance? Alors, puisque c'est comme ça, il ne faudrait pas qu'on puisse industrialiser, qu'on puisse changer la donne.
pour déstabiliser des projets de déstabilisation dans nos pays. Et lorsqu'ils vont les déstabiliser avec des guerres civiles, ils vont mettre en place des hommes riches, donc des dirigeants à leur sorte. Et lorsque ces dirigeants seront en place, ils vont alors ouvrir le marché pour commencer à envoyer les matières premières qu'ils vont commencer à transformer. Et finalement, la machine va se dégraisser. Finalement, il y aura quoi? Transformation de matières premières, produits finis, création d'emplois, et ainsi de suite. Ils vont mettre ça sur le marché. Et nous, nous revenons sur le marché. L'Afrique est véritablement encerclée. Et c'est une réalité.